Bonsoir, je suis content de vous voir arriver et je ne vais pas m'attarder en formule de politesse car il se passe des choses très passionnantes sur le ring du Palais des Sports ce soir. C'est une des réunions les plus importantes de l'année et au moment où nous prenons l'antenne, nous allons retrouver sur le ring deux personnages considérables de notre époque sur le plan de la lutte, sur le plan du catch. Il s'agit d'un barbu qui s'appelle Paul Vachon et qui est canadien, et d'un Américain qui s'appelle Pat O'Connor, qui est d'origine irlandaise. Et depuis 7 à 8 minutes environ, les deux hommes sur le ring se livrent à une bagarre dont vous avez ici un petit échantillon. C'est Vachon qui est en train de piétiner malgré les protestations de l'arbitre Louis Michon et malgré les protestations du public, qui est en train de piétiner le malheureux Pat O'Connor. Mais ne plaignons pas trop O'Connor, il est dans une mauvaise situation en ce moment, mais cet ancien champion du monde de catch a les arguments suffisants pour se faire respecter et pour se défendre. Pour le moment, il se relève avec une certaine difficulté, il a toujours sur le dos depuis le début du combat. Avant même le début du combat, il avait sur le dos Vachon, et c'est Vachon maintenant qui, à la suite d'une poussée foudroyante, fulgurante de Pat O'Connor, est sorti des limites du ring. Vous avez vu arriver sur nous le crâne de Vachon, il s'en est fallu de bien peu que ce crâne aille frapper le poteau en ciment. Et voilà le crâne qui va frapper le poteau en ciment. Le malheureux Vachon est là à genoux, regrettant son Canada, pensant à Montréal et pensant à ses forêts, complètement groggy. Et l'arbitre donne un avertissement à Pat O'Connor. Paul Vachon, bûcheron canadien qui a quitté sa forêt pour venir chercher fortune à Paris et qui n'a trouvé que ce poteau de ciment du ring. Fort heureusement, le crâne du bûcheron canadien est à l'épreuve de poteaux de ce genre. Et Vachon, avec un dynamisme extraordinaire, a repris le dessus. Il a repris le dessus dans le sens littéral du terme, puisque le voici dominant maintenant, l'Américain O'Connor, se débarrassant de l'arbitre Michon, cherchant à étrangler O'Connor au premier plan ici, et multipliant les coups, les bourrades et les gestes inamicaux sur le dos d'O'Connor. O'Connor se relève, reçoit ce qui veut être une manchette et qui en réalité doit être une gifle, retourne à genoux au tapis, se fait étrangler en ce moment par Vachon et réagit par des coups de bûcheron également, des coups qui provoquent des réactions et de Vachon et du public. Le public réagit avec une telle intensité qu'il est quelquefois un peu difficile de se faire entendre dans les manifestations mondaines de ce genre. Pour le moment, ce qui se passe, vous le voyez, Vachon en difficulté a réussi à se saisir d'un pied qui traînait par là et qui était justement celui d'O'Connor. L'arbitre essaie d'interrompre le combat car les deux hommes sont dans les cordes. Et l'arbitre, M. Michon, a beaucoup de mal à se faire entendre. D'abord parce que O'Connor ne parle pas français et ensuite parce que Vachon ne veut rien entendre. Voici les deux hommes au centre du ring. Vachon, précédé de sa barbe, cherchant sur le crâne d'O'Connor des cheveux, cherchant à tirer ses cheveux, se saisissant maintenant du crâne, se saisissant de l'ensemble d'O'Connor et jetant le tout au tapis. Et piétinant le tout. Des coups de pied rageurs. Et l'arbitre qui essaie de s'interposer. L'arbitre qui représente la loi, la justice, la gendarmerie, devant ces deux brigands que sont O'Connor et Vachon. Vachon dans les cordes et ne lâchant pas les cordes pour précipiter O'Connor au tapis. O'Connor se relevant, c'est vraiment un de ces combats qui font trépigner d'enthousiasme la foule parisienne, et elle est nombreuse cette foule venue assister à la chute de Vachon. Vachon, chaos semble-t-il au tapis, mais les mots n'ont plus leur véritable valeur avec ces athlètes du ring que sont les lutteurs. Car Vachon, chaos, se relève quand même, puis le combat. Vachon vient chez nous maintenant chercher un abri illusoire. Et alors que O'Connor a relâché sa surveillance, Vachon en a profité pour lui envoyer quelques coups de coude, quelques manchettes et se saisir de sa tête. La tête, est-ce le point faible de O'Connor? O'Connor est pourtant l'ancien champion du monde de lutte libre, mais Vachon semble avoir une prédilection particulière pour la tête de cet Américain qui ne lui revient peut-être pas tellement. Qu'est-ce qui se passe là-dessous? On entend Vachon hurler.
Il se passe des choses pas très catholiques et Vachon finalement, agenouillé dans un coin du ring, il a réussi à se débarrasser de Pat O'Connor en lui envoyant des coups de coude dans l'estomac. Coups de coude qui font plier O'Connor et qui l'obligent à lâcher ses prises. Mais O'Connor renvoie des manchettes, manchettes vraisemblablement encore et finalement se saisissant des cheveux et de la barbe de Vachon, ce qui est interdit par les règles du catch, étant admis qu'il y en est. O'Connor se débarrasse de Vachon en l'envoyant au tapis et en gardant le contrôle de sa barbe. O'Connor a un rictus affreux pour narguer le public et l'arbitre et pour manifester la satisfaction qu'il a de cette saisie du système pileux de son adversaire. Et il renvoie, non pas à ses chères études, mais à son fier tapis, le malheureux Canadien. Vachon est tout à fait. La lutte atteint en ce moment une intensité tellement dramatique que le visage de Vachon exprime l'arc-en-ciel de toutes les douleurs humaines. Vachon a récupéré très rapidement. La faculté de récupération de ce bûcheron canadien est extraordinaire. Il s'est ressaisi du bras de Pat O'Connor et il est en train de triturer une de ces petites plaies dont il a le secret. Il tortille ce bras et il tente d'arrêter la circulation dans le bras d'O'Connor. Et par la même occasion, on a l'impression que lorsque l'arbitre ne s'en aperçoit pas, il s'efforce d'arrêter la circulation dans la gorge de O'Connor. O'Connor a des gestes étonnants pour se débarrasser de cette prise. Il lance ses pieds à l'aveuglette comme un noyé. Il ne rend compte que le vide ou quelquefois le dos de Vachon. Mais tout ça n'a aucune importance. Vachon a sa prise. Vous voyez qu'il tord et qu'il triture ce poignet. L'arbitre cherche une explication auprès de O'Connor. O'Connor a l'air de dire qu'il se passe quelque chose qui n'est pas régulier. Il semble cependant que la prise soit bonne. Mais il semble aussi que Vachon ait tendance à se saisir du poignet de O'Connor. Vous l'avez vu, il est en train de ficeler le poignet de O'Connor avec la ficelle de son slip. L'arbitre intrigué arrive, mais au moment où l'arbitre arrive, les choses sont remises en l'état, c'est-à-dire que la ficelle du slip de O'Connor est rentrée dans le slip d'O'Connor par l'opération de Vachon. Tout cela se passe en moins de temps qu'il n'en faut pour le décrire. Et 10 minutes de combat déjà. Les minutes passent avec une grande rapidité pour les spectateurs, peut-être pas tellement pour O'Connor et pour Vachon, surtout pour O'Connor en ce moment, toujours en difficulté sur le tapis. O'Connor avec le visage encadré par les chaussures de Vachon essaie de se dégager, mais c'est Vachon qui se fait compter, car Vachon a les épaules, malgré ses protestations, a les épaules au tapis. Attention Vachon. Vachon furieux cherche l'arbitre. Il l'a manqué de très peu. Il faut vous dire que M. Michon doit faire 70 kilos et que les hommes qui sont sur le ring en font 125 et 130. C'est-à-dire que M. Michon a beaucoup de mal à se faire entendre. Et Vachon aussi. Vachon dit à l'arbitre compter, O'Connor a les épaules au tapis. Mais O'Connor a senti le danger, se relève ou essaie de se relever. Et c'est surtout d'éviter que Vachon ne lui torde les doigts. Vachon s'explique et dit c'est correct au Canada, correct. C'est le Canadien français sympathique en dehors du ring qui est Vachon. Vachon qui sur le ring oublie la bonne éducation qu'il a reçue à Montréal. Mais enfin, il faut se mettre dans la peau de ces champions qui se font souffrir, qui se donnent des coups, qui encaissent des ruades, qui se tordent les poignets et qui à certains moments sont bien excusables de perdre leur self-control alors qu'il y a tant de gens dans la vie à qui on ne fait pas le quart de ce qu'ils se font sur le ring et qui le perdent. Ici, par exemple, Vachon voit et sent surtout ses doigts tordus par O'Connor. L'arbitre dit vous avez le droit de tordre 3 doigts, mais pas davantage, car il y a des règles très précises, très strictes. Non pas dans la bonne éducation et dans la politesse internationale, mais dans la lutte libre. Pat O'Connor, qui avait une bonne prise, en profite pour essayer d'user, de saper la résistance de Vachon. Vachon, se souvenant qu'il a été bûcheron, lance des coups, comme avec une cognée sur le dos de Pat O'Connor, mais Pat O'Connor, dont le bras droit est orné d'un très joli tatouage, une tête d'éléphant. Vachon finalement a le dessus car Pat O'Connor a lâché sa prise et c'est O'Connor maintenant qui est victime d'un étranglement. Étranglement dont il se défait en surpassant la prise de Vachon. C'est Vachon qui est au tapis. Un peu de répit. Sûrement pas pour les lutteurs qui ne cessent de se bousculer, de se battre et de se tordre. Mais peut-être pour le commentateur et pour le public qui respire un peu. Le temps de laisser Vachon se relever. Vachon ne se méfie pas assez.
fait une cabriole, pousse un hurlement et se retrouve au tapis. On est obligé d'être quand même rempli d'admiration devant la souplesse de ces géants, de ces forces de la nature, qui tournent, qui sautent, qui multiplient les cabrioles, qui multiplient les acrobaties, qui encaissent des coups et qui malgré tout gardent leur contrôle. En ce moment, O'Connor garde non seulement son contrôle, mais la main de Vachon entre ses mains. Il la tord, cette main. C'est une poignée de main diplomatique. Il y a beaucoup d'intentions cachées derrière cette poignée de main-là. Et finalement, à l'issue de cette poignée de main, nous allons voir une contre-attaque de Vachon sans doute. Ah, il l'a amorcé, mais il ne l'a pas poursuivi. Il est un peu handicapé pour lancer son droit, car sa gauche est prisonnière. Et finalement, O'Connor a eu peur, c'est déjà un résultat. Vachon cherche comment se dégager sans que l'arbitre intervienne. Il doit mijoter un coup. Il a trouvé finalement que la fuite en catch était la meilleure arme aussi. Il est parti, mais O'Connor l'a ramené dans le centre du ring. Et les deux hommes maintenant cherchent à se frapper, cherchent leur tête. Et c'est finalement Vachon qui a trouvé la tête de O'Connor. C'est Vachon, vous êtes vraiment en première loge pour assister au combat. C'est Vachon que vous voyez arc-bouter sur son adversaire. O'Connor en noir et l'arbitre cherchant où est la prise décisionnelle, car il y en a sûrement une là-dessous. Les réactions du public vous indiquent assez que Vachon est en train de faire quelque chose qui n'est pas autorisé, d'étrangler son adversaire, de lui enfoncer peut-être les doigts ou de se servir de la corde de son slip pour arrêter la circulation de ce malheureux Américain. Et le combat continue à se dérouler dans une atmosphère terriblement fiévreuse. Vachon gardant une prise qui nous demeure mystérieuse et qui demeure également mystérieuse de l'arbitre. L'arbitre ne sait plus de quel côté se retourner pour voir ce qui se passe et finalement il décide d'interrompre la prise. On a très nettement l'impression que ce cordon que Vachon rentre maintenant dans son slip vient de lui servir à faire passer un mauvais moment à l'Américain. L'Américain est toujours en difficulté. Devant nous maintenant, voici Vachon qui essaie de l'étrangler dans les cordes du ring. L'arbitre, M. Michon, arrêtez, dit-il à Vachon. Mais Vachon ne comprend plus, n'arrête pas. Et O'Connor reste prisonnier. Et l'arbitre se dresse sur ses ergots pour donner un avertissement à Vachon. Avertissement à Vachon. Et le pauvre O'Connor reste assis au tapis. Les cheveux, l'arbitre intervient et nous aussi, mais il n'y a rien à faire. Vachon ne veut plus rien entendre et O'Connor n'entend plus rien parce qu'il ne peut plus lui. Car il est groggy au tapis et Vachon lui crie, vous entendez comme nous, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Pat O'Connor qui s'imagine au régiment, il est complètement dans les nuages en ce moment, complètement perdu, se lève automatiquement. C'est parti de ces hommes de bonne volonté qu'une sonnerie de perron ou un commandement d'adjudant suffit à faire dresser. Il se relève et il retrouve Vachon, bien entendu, sur son dos. Échange de claques, échange de coups, échange du percute, échange de crochets. Et Vachon va atterrir violemment dans un coin du ring. Et le ring faiblit, hurle, grince et manque de céder. D'autant plus que Vachon revient dans l'autre coin maintenant. Et O'Connor a retrouvé son second souffle. Oh, le pauvre Vachon. Vous avez vu partir cette fusée interplanétaire qui a été Vachon pendant un laps de temps très court. Et voici Vachon qui arrive jusque chez nous. Le malheureux Vachon vient de tomber au pied de la télévision. On se précipite. Je n'ose intervenir pour le remonter sur le ring. D'abord parce qu'il est trop lourd et ensuite parce que ce n'est pas mon travail. Mais je souhaiterais aider Vachon. Il revient. Vachon est revenu au prix d'un suprême effort, malheureusement pour lui. Malheureusement pour lui, je crois que Vachon est revenu. Le malheureux Vachon revient, mais non pas sur le ring, mais près de nous. Paul Vachon, le Canadien, pour la première fois de sa vie, a été soumis à une épreuve qui n'est pas déshonorante pour un homme, mais qui est très désagréable pour un athlète de la classe de Vachon. Car Vachon vient de se retrouver deux fois à nos pieds, et surtout aux pieds d'O'Connor. Et ce que craignait Vachon, Guy Taluro, le speaker, vient de l'annoncer. Pat O'Connor est déclaré vainqueur de Vachon. C'est terriblement désolant pour Vachon,
pour tous les amis de ces lutteurs canadiens qui continuent de se battre maintenant dans la salle. Car Vachon a mal digéré sa défaite et Vachon envoie O'Connor dans les rangs des spectateurs. La force publique est obligée d'intervenir, les gendarmes avec une prudence à laquelle nous rendons hommage car il y a quand même des coups à prendre et des risques à envisager. Les gendarmes essaient d'écarter la foule, ce qui est plus facile que d'écarter les lutteurs qui continuent à s'envoyer quelques horions. Pour calmer les lutteurs, je ne sais pas quel sera le traitement, mais pour calmer la foule, je sais qu'il y en a un. C'est l'annonce. Voici O'Connor qui revient. D'abord la confirmation de la victoire de O'Connor. Vachon a disparu. Et l'annonce du combat suivant. Car nous venons de voir apparaître dans un coin du ring, vêtu de son smoking de cérémonie, Jean-Louis Marest, l'arbitre international. Cependant que les Américains présents dans la salle invectivent dans la langue de leur pays le Canadien français Paul Vachon. Voici maintenant, enfin, voici apparaître, et j'ai beaucoup de mal à me faire entendre dans cette réunion contradictoire, voici maintenant apparaître la terreur des foules et la terreur des athlètes internationaux, le fameux, l'ignoble, comme l'avait baptisé notre ami Claude Darget, l'ignoble Roger Delaporte. Delaporte va avoir affaire à forte partie, d'abord parce qu'il y a un public considérable ce soir au Palais des Sports et que vous savez que le public ne le porte pas particulièrement dans son cœur. Pourquoi? Personnellement, je n'en sais rien, peut-être vous le découvrirez dans un instant. Mais en plus du public, Roger Delaporte va avoir affaire à un homme qui a conquis la célébrité sur tous les rings de catch du monde et qui est une des vedettes de Goldfinger. Il s'agit d'un Hawaïen prénommé Hot Gob, prénom rarissime, mais appelé Togo. Et voici Hot Gob Togo, c'est ce monsieur britannique, ou qui semble sortir en tout cas de Oxford ou de Cambridge, pour ne pas dire d'Eton, qui arrive en costume de cérémonie sur le ring et qui va peut-être lutter dans cette tenue contre Roger Delaporte. Voici venir Hot Gob Togo, le fameux tueur de Goldfinger. Finalement, c'est le cinéma, c'est-à-dire Togo contre la télévision de Delaporte, et vous avez entendu les réactions du public. Il semble que le cinéma et la télévision soient également populaires au Palais des Sports. En attendant, nous assistons au striptease de Togo, et c'est une chose toujours intéressante que de voir se déshabiller un Hawaïen en public. Surtout que les pantalons hawaïens, vous voyez, sont bâtis, sont cousus selon une technique complètement différente de la nôtre. Le pantalon s'enlève pratiquement comme une chemise. Et en dessous, il y a le slip et des savates rouges du plus gracieux effet. Voici Togo qui salue à la mode hawaïenne Delaporte. Delaporte qui est parisien n'y comprend rien. Il a l'air assez étonné de Delaporte, et nous aussi. Delaporte n'a jamais vu ça. Je ne sais pas si ça n'a pas une signification peut-être pas très amical, le geste de Togo. De toute façon, il nous est interdit de l'interpréter. Nous ne connaissons pas suffisamment les mœurs et les coutumes d'Hawaï pour entrer dans le détail. Nous connaissons suffisamment les coutumes parisiennes pour comprendre la mimique de Delaporte. Roger pour les intimes, mais il n'en a pas.
Roger Delaporte, pour le moment, semble avoir quelques difficultés avec l'arbitre. Refuse de s'incliner devant Togo, qui refuse de serrer la main de Delaporte. Et Togo ne laisse même pas à Delaporte le temps de se déshabiller, ce qui est vraiment du plus mauvais effet, car Delaporte avait encore la veste de son survêtement à ôter. Monsieur Marest, malgré la force herculéenne qu'il a l'occasion de déployer dans Interville, ne réussit pas à s'interposer. Togo est furieux. Le tueur de Goldfinger a déjà tué Delaporte. On a l'impression du moins que le combat va commencer. Le coup de gong indique que le combat n'avait pas encore commencé. Je crois nécessaire de vous donner ces petites précisions. Vous avez remarqué les petites chaussettes que porte Togo. Ils font ressembler à une sorte de diable. Ce diable, pour le moment, a trouvé sa proie, c'est Roger Delaporte. Roger Delaporte n'a pas encore fait un geste. Il a tendu la main pour dire bonjour. Et à l'issue des civilités, voilà où il se trouve, dans les cordes, au tapis, avec un hawaïen sur le dos, plus exactement sur la pomme d'Adam, ce qui est pire. Monsieur Marest, lui, se trouve face avec des responsabilités affreuses, car Togo ne veut rien entendre ou ne peut rien entendre. Delaporte n'a pas encore commencé à catcher. Depuis le début du combat, Delaporte n'a pas passé une seconde debout. Il essaie de se relever et chaque fois il se retrouve au tapis. Ce Togo est déchaîné. À moins qu'il en veuille à Delaporte ou à moins qu'il n'aime pas les Parisiens. Le visage de Delaporte est déjà complètement congestionné. Et Delaporte donne l'impression d'un homme condamné qui n'a plus aucune ressource et qui ne demande qu'à sombrer dans un sommeil réparateur. Voici les chaussettes maintenant de Togo qui se promènent sur la moustache de Delaporte. Voici Delaporte à nouveau relevé à demi par les soins de Togo. Togo à qui l'arbitre dit stop et à qui l'arbitre donne encore un avertissement. Ah ben, il est bien temps, lutte irrégulière et coup défendu. Depuis le début, Togo n'a cessé de donner des coups irréguliers et de lutter d'une façon interdite en France du moins, au détriment de ce pauvre Delaporte. Et vous allez voir que Delaporte va devenir l'enfant chéri du Palais des Sports si on continue à le maltraiter de la sorte. Car d'habitude, c'est le contraire qui se passe. Et malheureusement, depuis le début du combat, Delaporte n'a même pas eu le temps de dire ouf. Il vit là dans une sorte de rêve, dans un état second. Il se croit sous les cocotiers à Hawaï, avec des vainés autour de lui peut-être. Et il entend certainement sonner des cloches. Et Togo, infatigable, impassible, dans le visage duquel on chercherait à lire quelques sentiments humains. Togo ne cesse de tourner, de donner des coups de pied, de poing et de protester de sa bonne foi. Et il sourit à M. Marest. Et le sourire de M. Togo doit rappeler à M. Marest celui de Guy Lux, car il est complètement interloqué par le comportement de l'Hawaïen. Revenons à nos moutons, ou plutôt à notre tigre, Togo, qui se projette à nouveau sur le pauvre Delaporte. Et Delaporte inspirerait, me semble-t-il, un peintre qui chercherait à traduire l'image, à reproduire sur la toile l'image de la douleur, car il est là, encore une fois, sans réaction, encaissant des coups et n'en rendant aucun. Le voici qui fait sa prière à M. Marest, qui a une certaine ressemblance peut-être avec quelques scènes de la liturgie, et qui abandonne cette prière pour se retrouver dans un coin du ring où il continue à encaisser des coups. Et M. Marest menace de ses foudres Togo. Je crois que Delaporte s'en va, il en a marre. Delaporte s'en va. Et Togo fait mine de le suivre. L'arbitre compte M. Marest. L'arbitre compte Monsieur Delaporte, pardon. Et Delaporte revient. La magie des chiffres parlant. Et Delaporte se réveille. Ah, Delaporte se réveille. Et Togo a l'air complètement étonné. Togo a l'air très étonné. Et nous aussi, car nous avons cru pendant longtemps que Delaporte ne réagirait pas. Et voici la chaussinette prise dans les cordes. Et voici Togo tordu, complètement tordu. Et revoici Delaporte dans ses œuvres. Delaporte qui a récupéré, ce n'est pas le plus étonnant de cette réunion. Et Delaporte qui fait faire un écart considérable, non seulement à l'arbitre, mais à Togo.
Et de la porte maintenant, se saisissant de ce pied hawaïen qui traînait, et tordant ce pied, et tordant Marès, et se précipitant sur la cuisse, et martelant l'arrière-train de l'hawaïen du malheureux Togo, et se précipitant sur la chaussinette. Tout ce qui est à portée de la main de la porte est bon pour le catcheur parisien déchaîné, et Roger de la Porte ne laisse plus aucun répit, ni à Togo ni à l'arbitre. Et il se retourne vers M. Marès. Allons-nous perdre un des plus brillants représentants de la télévision française? Il s'agit de Marès. On se le demande sur ces rings du Palais des Sports. On se le demande d'autant plus que de la Porte n'entend plus rien que la voix de la colère, que la voix de la vengeance. Et l'arbitre donne un avertissement de la Porte. Et le public hurle et le commentateur a de la peine à se faire entendre. Enfin, j'espère que les miracles de la technique permettront à ma voix d'arriver jusqu'à chez vous, car je n'entends rien de ce que je dis. Il est bien évident que ça n'a pas grande importance en ce qui me concerne, que je ne perds pas grand-chose. Mais je voudrais qu'à travers ma voix, vous deviniez l'atmosphère qui règne ce soir au Palais des Sports, alors qu'il y a 3 hommes déchaînés sur le ring, un Hawaïen ficelé, un Delaporte furieux, et un arbitre qui cherche à garder non seulement le contrôle de la situation, mais à retrouver ses esprits. Et voici Togo qui demande un petit répit, qui cherche à se relever, qui n'y parvient pas car Delaporte a vu traîner cette chaussinette et a reficelé ce pied asiatique ou ce pied hawaïen d'origine asiatique. Ah, les réactions du public sont difficiles à comprendre. Delaporte, qui connaît l'art de manier les foules, demande l'approbation du public, on la lui donne. Et il profite de cette approbation pour nous fâcher d'une façon qui ne sera pas définitive, je l'espère du moins, avec Hawaï, ou du moins avec un des représentants les plus cotés d'Hawaï. Delaporte sautille, c'est Jazzy maintenant. Et Delaporte saute sur Togo et le renvoie dans le ring. Et le tueur de Goldfinger est en mauvais état. Et la foule hurle. Allez, Delaporte, je suppose. Cependant que l'arbitre ne cesse de hurler lui aussi dans son coin entre les 2 hommes. Et que Togo a retrouvé le visage de l'homme qui mijote un mauvais coup. Et Delaporte l'a compris. Quand Delaporte tourne comme un ours en cage, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. Pas toujours chez Delaporte, mais chez l'homme qui lui fait face. Finalement, Delaporte pense que la meilleure formule consiste à prendre l'offensive, il la prend. Cette offensive le conduit directement à la tête de Togo, il la prend, mais Togo se saisit d'un peu de cellulite qui traînaille sur le nombril de Delaporte, triture cette peau à sa portée, envoie Delaporte au tapis et envoie des coups de pied à Delaporte au tapis. L'arbitre compte. Togo étrangle. On entend des stops, viens arrêter tout de suite, des stops Togo, lâchez Togo. On n'entend plus du tout Delaporte. Et Delaporte, pendant qu'on ne l'entend pas, profite de ce silence, propice à la méditation, pour se saisir de Togo. Il roule des yeux en bille de l'auto en direction de ce malheureux Togo au tapis. On ne peut s'empêcher de plaindre celui qui a le dessous, que ce soit Togo ou Delaporte. Il n'y a ici aucune préférence, aucun nationalisme exacerbé. L'hawaïen ou le français, que le meilleur gagne. Voilà la loi du sport. Et ce sport que pratique Togo et Delaporte avec une constance et un enthousiasme digne d'éloge. Ce sport mérite la passion, les encouragements et les applaudissements et les coups de sifflet du public qui sont, vous le savez, en sport également une façon d'applaudir. Un peu de répit chez le public, un peu de calme chez l'arbitre et un peu de réflexion chez les lutteurs. C'est une position propice à la réflexion chez Delaporte et chez Togo. Delaporte n'y voit plus rien, il est dans le noir. Togo n'y voit pas grand-chose, il a devant lui le crâne de Delaporte. Voilà un mouvement hérité de l'enfance, une sorte de berceuse, un dorti-quinquin à la mode hawaïenne, dont profitera peut-être Delaporte si nous le retrouvons endormi à l'issue de cette romance. Nous saurons les vertus lénitives du mouvement déclenché par Togo, qui complique maintenant ce mouvement avec une prise typiquement hawaïenne. Voilà Delaporte qui semble sombrer dans l'inconscience.
L'instinct vital lui commande de se relever et la défense active lui commande de manger le pouce de l'Hawaïen. Juste retour des choses. Les Hawaïens ayant, dans les temps passés, à l'occasion mangé du blanc, voici un Parisien qui se fait un pouce hawaïen. Fort heureusement, la société a fait des progrès et Delaporte se contente du pouce. Je ne suis même pas sûr qu'il l'ait grignoté intégralement. Il en a laissé sûrement pour les prochains combats. L'arbitre, la justice poursuivant le crime, et Delaporte, multipliant les coups de savate et revenant maintenant vers son coin avec la science qui a ramené un Hawaïen à la raison. Togo revient avec son pouce, je m'empresse de vous rassurer. Revient pour encaisser des coups, des séries de manchettes et de coups de poing, et des gifles, et des coups. Et ce qui nous inquiète le plus, c'est qu'il revient dans le coin où nous nous trouvons. Et fort heureusement, il se fait. Et je ne sais pas, vous étiez là aux premières loges pour entendre résonner la claque magistrale que Togo vient d'envoyer à Delaporte. Oh là là, nous voici encore dans le même coin avec une série de gifles, de coups de sabre, de coups de manchette, de coups de tête envoyés par Togo à Delaporte. Delaporte, à nouveau groggy. Delaporte offrant maintenant son visage ravagé aux ruades et aux coups de sabre de l'Hawaïen. Et l'Hawaïen envoyant de la corde, Delaporte dans les cordes. Alors Delaporte se retrouvant au tapis et le public muet, assistant à la chute de son idole. Mais Delaporte, avec un courage auquel je suis le premier à rendre hommage, revient involontairement au combat. C'est les cordes qui l'y ramènent. Mais il y revient quand même jusqu'au moment où il tombe. Apparemment fini. La carrière de Delaporte va-t-elle s'achever ici? 6, 7, encore 3 secondes. Et M. Marès compte avec une vitesse extraordinaire. Delaporte se relève. Delaporte encaisse encore des coups et se retrouve au tapis. 3, 4, est-ce qu'il entend seulement Delaporte? Plus fort, 6, oui, il a entendu quelque chose, il se relève, il essaie de se relever, 8, à 8, il est encore au tapis, il ne peut plus, 10, et c'est fini, et Togo furieux qui n'a rien compris, on voit M. Marès de l'autre côté des cordes, M. Marès s'est fait très mal, et Togo va ensuite se saisir de Delaporte, ramène à la position verticale un homme qu'il avait couché à la suite de pas mal d'efforts, et continue son travail de sape. Je ne sais pas où est Marès, je sais où est Delaporte, je sais où est Togo. Voici Bolé. Bolé vient sauver, heureusement. Bolé vient sauver Delaporte. Bolé, voilà un nouveau combat qui n'est pas prévu au programme. Monsieur Marès revient. Delaporte est groggy. Bolé l'a sauvé, heureusement. Et Monsieur Marès qui a récupéré. Monsieur Marès sépare Bolé et sépare Togo. Et Togo va lancer le chapeau du crime, le chapeau du tueur du film Goldfinger pour mettre à la raison Bolé. On supplie Togo d'arrêter, car il y a des enfants dans la salle et des femmes et des journalistes et du public. Et Togo est disqualifié. Et Togo qui tout d'un coup comprend, le Français a compris qu'il était disqualifié. Et le corps de Delaporte, éveillé par Bolé, et toute la police de la capitale est mobilisée là, cependant que Togo menace d'exterminer le public considérable qui se presse au Palais des Sports. Et l'Hawaïen repart avec son chapeau, sa colère, ses babouches, et abandonne son pantalon et sa veste à la colère des Parisiens. Revoici à nouveau Togo. Le voici protégé par cette police à laquelle nous ne rendrons jamais assez hommage, qui est toujours du côté du faible. La police parisienne escortant Togo, exactement comme s'il s'agissait d'un ministre français ou étranger, ça n'a pas d'importance. Cependant que dans son coin, Delaporte essaie de retrouver ses esprits. Et nous souhaitons tous qu'il les retrouve un jour prochain. Il part exactement comme le corps d'un guerrier qui a fini sa carrière. Il part, on va l'amener, j'espère, vers l'infirmerie. Il y a là l'ami des bonnes et des mauvaises heures, l'inévitable Bolé. Il y a là toute la sympathie attristée de la foule. Il y a là, au chevet de Delaporte, un commentateur à faune qui voudrait terminer ce reportage au Palais des Sports en disant combien le comportement de Delaporte a été héroïque et digne d'éloge. J'espère que dans les émissions du journal prochainement, nous serons en mesure de vous donner de bonnes nouvelles de Roger Delaporte. Nous terminons ce reportage sur un point d'interrogation. Nous ne savons rien.
pour le moment, vous en savez autant que nous. Ici, le Palais des Sports, radiodiffusion, télévision française.